Salut, ici Mookie et bienvenue sur Bookie Covers, la chaîne secondaire de Mookie Dunia. Et oui, j'ai changé le nom de ma chaîne principale. Si tu veux avoir plus de détails là-dessus, je t'invite à consulter ma page Facebook ou mon compte Instagram. Dans cette vidéo, je vais te présenter mes objectifs pour 2021, ce que je n'avais pas encore eu l'occasion de faire. Et je vais te parler des livres que j'ai lus en janvier 2021. Mon premier objectif pour cette année est de lire au moins 50 livres. Pas 100, pas 150, pas 250, mais bien 50. Je me suis rendu compte en me lançant le défi de lire 200 livres en 2020 que j'étais presque en train de faire un burn-out littéraire et que je n'avais plus tant de plaisir à redécouvrir ma lecture, que je lisais juste pour atteindre mon objectif. Donc je veux redescendre la barre et vraiment choisir des livres parce que ça me tente de les lire et non parce qu'ils sont courts. Donc 50 livres, je trouve que c'est un bon palier. Ça reste beaucoup, mais ça me permet d'élargir mes horizons sans stresser à propos de mon défi de lecture. Mon deuxième objectif est de lire plus de non-fiction, donc des essais, des biographies, des mémoires, tout ce qui est à l'extérieur de la fiction. Mon troisième objectif est de lire plus de livres issus de la communauté LGBTQ+, donc moins hétéronormatifs, toujours dans l'idée d'élargir mes horizons et de découvrir et comprendre d'autres réalités que la mienne. Le même argument s'applique pour mon quatrième objectif, qui est de lire des livres moins eurocentristes, un peu plus dirigés vers d'autres cultures, principalement des auteurs POC, donc People of Color. En tant que lectrice, mon but est de comprendre d'autres cultures, d'autres points de vue, donc je trouve que ça serait contre-productif de juste me concentrer sur des personnes blanches cis-hétéros, encore plus si c'est des classiques écrits par des hommes morts et misogynes et racistes. Donc c'est pour ça que je veux faire un effort conscient d'aller vers des auteurs et autrices avec une ethnie différente de la mienne et un bagage culturel différent du mien. Mon cinquième objectif, qui va me faire un peu mal, c'est que je veux lire au moins 75% de mes livres physiques que je n'ai pas encore lus dans ma bibliothèque. Je ne sais pas encore en quoi 75% consiste. Par contre, il y a une loophole dans cet objectif-là. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas réalisé cet objectif, je ne peux qu'acheter 3 livres par mois. Un audio, un physique et un numérique. La raison pour laquelle je m'impose cette règle-là, c'est parce que je n'ai pas toujours de la non-fiction sous la main ou de la littérature LGBTQ+. C'est pourquoi je m'autorise à acheter un livre de chaque format par mois. Mais si je n'ai pas fini le livre que j'ai acheté précédemment, je n'ai pas le droit d'en acheter un autre tant que je n'ai pas fini celui-là. Mon sixième objectif est de prendre des notes plus précises sur mes lectures, donc de noter les thèmes et de lire un peu plus profondément, d'analyser un peu plus mes lectures. Je fais déjà ça de manière organique dans ma tête, mais j'aimerais améliorer mes réflexions écrites. Et finalement, mon septième objectif, qui concerne exclusivement Booktube, c'est de publier au moins 2 vidéos par mois. Je m'en tiens à 2 vidéos minimum, comme ça ne me met pas trop de pression, mais ça me permet aussi d'en publier parfois 3, parfois 4, comme tu as pu voir ce mois-ci avec tous les livres que j'ai lus en 2020. Les pires et les meilleurs. Je t'invite à les regarder dans la description de la vidéo ou dans les fiches en haut de la vidéo. Maintenant que tous ces objectifs-là ont été établis et j'espère très fort les respecter pour le reste de l'année, j'espère en être capable, je vais te parler des livres que j'ai lus ce mois-ci. Dans l'ordre, j'ai lu The Simple Wild par K.A. Tucker, c'est un roman canadien. Messieurs les enfants par Daniel Pennac, c'est un livre français. An Ember in the Ashes par Sabaa Tahir, c'est l'un des meilleurs livres au monde. Je suis émue juste à en parler. Is Everyone
Hanging Out Without Me and Other Concerns par Mindy Kaling. C'était un livre audio. Et finalement, Red, White and Royal Blue par Casey McQuiston. J'avoue que ça fait bizarre de n'avoir lu que 5 livres en janvier parce qu'en 2020 j'étais habituée à lire 15, 20, 30 livres par mois. Mais j'avoue que ça fait changement et ça va me permettre de te parler un peu plus en profondeur de mon opinion et de mon appréciation sur ces livres-là. Commençons donc avec The Simple Wild par Kay Tucker. C'est l'histoire d'une jeune torontoise dont le père vit en Alaska. Elle a 26 ans, elle n'a pas parlé à son père depuis qu'elle a 14 ans. Elle vit une vie très confortable à Toronto jusqu'au jour où elle reçoit un appel d'une amie de son père qui lui annonce qu'il est très malade et qu'il aurait besoin de la voir. Kala, donc la jeune femme, s'embarque pour l'Alaska qu'elle n'a jamais visité et dont sa mère lui a toujours dit du mal puisque ses parents se sont séparés un peu après sa naissance et que sa mère n'était pas du tout faite pour le climat de l'Alaska, mais son père a refusé de les suivre, d'aller habiter avec elle, puisqu'il est pilote et propriétaire d'une compagnie d'aviation dont les natifs de l'Alaska dépendent. Mais Kala prend tout de même la décision d'aller renouer les liens avec son père, de s'assurer qu'il va bien pendant une semaine, et elle fait la rencontre du meilleur pilote de son père, qui est une espèce de grand ours mal léché, Jonah. Donc tu l'auras deviné, c'est une romance adulte avec des thèmes tels que la famille, l'amour familial, la famille choisie, le deuil, la maladie, la joie. J'ai trouvé que c'était une romance assez soft si tu veux commencer dans le genre ou si tu préfères les romances adultes qui ne sont pas trop steamy, c'est une très bonne lecture. Mais j'ai vraiment trouvé que la force de ce livre-là, c'était la relation père-fille d'abord. Ils se reconstruisent peu à peu, ils réapprennent à se connaître peu à peu. J'en ai aussi beaucoup appris sur l'aviation et sur l'état de l'Alaska, comment c'est difficile de vivre là-bas, comment les conditions de vie sont beaucoup plus difficiles que celles de Toronto ou de Québec. Et j'ai aussi vraiment apprécié l'évolution psychologique de Kala parce qu'au début, elle apparaît un peu princesse. Elle est très princesse en fait, elle est très gâtée. Elle a été très bichonnée par sa mère, mais elle apprend à se défaire de sa superficialité en prolongeant son séjour en Alaska. Je te préviens tout de même, il y a des trigger warnings pour les maladies graves, la mort, le deuil, plus ou moins petite dose. Donc si tu n'es pas à l'aise avec ces thèmes-là, je ne te recommande pas cette lecture. Sinon, je trouve personnellement que c'est une belle lecture d'hiver. Après Messieurs les enfants par Daniel Pénac, c'est en fait l'un de mes romans français préférés. C'est à propos d'un professeur très sévère qui, on dirait, n'a jamais été enfant. Ce genre de professeur très amer qui donne une punition à 3 de ses élèves qui font toujours les marioles. Il leur donne comme sujet de rédaction et comme punition: vous vous réveillez un matin dans un corps d'adulte, vous courez à la chambre de vos parents et vous découvrez qu'ils sont retombés en enfance. Écrivez la suite. Et il leur répète une espèce de mantra qui est: l'imagination, ce n'est pas le mensonge. Sauf que en faisant la rédaction, les 3 élèves deviennent réellement des adultes et leurs parents retombent réellement en enfance. Alors c'est un peu surréaliste, c'est très absurde comme livre, mais je le trouve extrêmement divertissant. La narration est assumée par le fantôme du père de l'un des 3 élèves et qui a vraiment une vision extérieure sur toutes les situations et grâce à qui on suit les 3 personnages. J'ai trouvé ça super original. Le style est très oral, je trouve que Daniel Pénac a une très belle plume, il joue très bien avec la langue, mais c'est aussi très vulgaire, il faut s'y attendre. On rencontre une brochette de personnages, tous plus originaux les uns que les autres, dont Rachida qui était ma préférée parce qu'elle avait une espèce de discours à propos de l'assimilation qui m'a vraiment rejointe. Rachida donc c'est la grande sœur de l'un des 3 élèves, Nourdine, et elle essaie de cacher son ethnicité, donc de devenir plus française, de faire plus d'efforts pour rentrer dans le moule. Et je trouvais que son arc évolutif était très intéressant à suivre. Mais on suit aussi d'autres thèmes comme l'enfance, l'amertume, la famille, l'amour de la famille, l'éducation aussi. J'ai eu beaucoup de compassion pour Castrin, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, Castrin, le professeur qui
n'a jamais pu être un enfant comme les autres, qui est très sévère, très sec à l'intérieur. On dirait que son cœur est tout sec et tout rabougri. Il y a malheureusement le cliché de la prostituée sainte, de la prostituée glorifiée, qui ne fait qu'écouter ses clients et qui est très maternelle et chaleureuse. Il me semble que c'est un cliché de la littérature populaire, je peux me tromper, mais j'avais déjà entendu la critique comme quoi glorifier la prostitution n'aidait pas vraiment, l'idéaliser ne l'aide pas vraiment, l'idéalisation n'aide personne finalement. En gros, même si j'ai vraiment apprécié la diversité des personnages et comment chaque personnage était crédible, j'ai du mal à trouver ce roman féministe, même si Rashida était mon personnage préféré. J'aurais aimé en savoir plus sur elle, j'ai trouvé que l'accent était trop mis sur les hommes, donc tous les personnages masculins ont une très grosse place dans l'histoire et les femmes sont juste en périphérie. Mais il faut aussi prendre en compte que le livre date de 1997, donc qu'il est très vieux, et je l'accepte et l'apprécie malgré le fait qu'il vieillira peut-être mal. Le prochain livre est An Ember in the Ashes par Sabaa Tahir. Ce livre me rend heureuse. J'ai tellement hâte de lire la suite. Petite histoire avec Sabaa Tahir, avec An Ember in the Ashes. J'avais d'abord lu les 2 premiers tomes en fait en français et après j'ai décidé de les relire en anglais, donc j'ai relu le premier tome et je trouve que la traduction française ne lui rend pas justice. Je trouve rarement que les traductions françaises rendent justice. Ce que j'ai trouvé encore plus étrange, c'est que dans le premier tome et dans le deuxième, je m'attachais beaucoup plus à Hélène qu'à Laia. Je trouvais que Laia était trop faible. Je m'identifiais plus à Hélène. Je sais pas trop comment j'ai formulé ça, mais je préférais Hélène à Laia et dans ma relecture, donc en anglais, c'était le contraire. Donc je sais pas si c'était un biais de traduction ou si c'était ma propre mentalité à l'époque où j'ai lu le premier tome en français, mais j'ai trouvé mon évolution en tant que lectrice intéressante à observer parce que avant je trouvais Laia très faible, maintenant je trouve que c'est l'une des héroïnes les plus fortes que j'ai vues depuis longtemps dans la littérature. Elle démontre à quel point le courage peut avoir plusieurs sources et plusieurs démonstrations. Mais oui, j'ai même pas encore donné de résumé. Alors le résumé, c'est inspiré en partie de l'Empire romain, les Marshals qui ont pris possession du royaume des Scholars. Alors les Scholars sont considérés comme la plèbe, ils sont engagés comme esclaves pour faire tous les sales travaux. Et les Marshals sont soit des nobles de grandes familles ou encore des militaires, donc des soldats qui s'entraînent à devenir des masks pendant plusieurs années, les masks étant l'élite de la militia. Et nous suivons donc les 2 perspectives de Laia, dont les grands-parents viennent d'être assassinés et dont le frère vient d'être kidnappée parce qu'il est soupçonné d'avoir trahi l'Empire étant l'Empire des Marshals. Et elle décide d'aller voir The Resistance, qui est un groupe de rebelles Scholars. Et en fait, ses parents étaient les leaders de The Resistance un peu avant sa naissance. Et quand elle demande à la Resistance de l'aider à libérer son frère, ils lui disent très bien, on va t'aider à libérer ton frère, mais on veut que tu espionnes The Commandant. Et The Commandant, c'est la directrice de l'école qui entraîne des masques. Et elle est impitoyable, elle a tué tous ses esclaves, c'est une tortionnaire. J'ai trouvé honnêtement que c'est une très bonne méchante parce qu'elle est cruelle et sans pitié, sans merci, et je trouve que c'est comme ça que tout vilain devrait être, avec un petit peu de nuance pour épicer le tout, mais j'ai trouvé que c'était une très bonne méchante, c'est une bonne représentation de ce qui est la méchanceté et la cruauté à l'état pur. Donc Laia devient une esclave et une espionne pour The Resistance et elle rencontre Elias qui est le 2e point de vue. Elias est un masque et il veut déserter même si il sait que s'il se fait attraper, il va être tué. La joie et la bonne humeur. Et en plus, c'est le fils de The Commandant, c'est son fils illégitime. Et il a aussi été élevé par une tribu de nomades dans les premières années de sa vie, donc il a vraiment une perspective différente de la militia et de l'honneur d'être un militaire. Il veut vraiment devenir libre. Contrairement à sa meilleure amie Helen, qui elle veut devenir basically the commandant, donc elle se fout des scholars, elle n'a aucun mal à tuer des gens, même des gens de qui elle était proche. Tout cela entre en ébullition quand vient le temps de choisir le nouvel empereur, puisque le nouvel empereur se trouverait dans l'école Blackcliff, tel qu'il a été prédit par les oracles 500 ans auparavant. Alors tout ça fait en sorte que le premier tome est vraiment très génial. Honnêtement, j'ai trouvé que les épreuves qui sont mises en place pour choisir
choisir le nouvel empereur était bien pensée mais un peu longue, ça traîne pendant des chapitres et des chapitres, mais c'est un univers extrêmement engageant, super riche. Les personnages sont tellement attachants, particulièrement Elias et Laia. J'ai 2 scènes coup de cœur personnellement. La première, c'est quand ils dansent ensemble pendant The Moon Festival. J'adore les scènes de danse dans les romans, c'est juste tellement satisfaisant. Et la deuxième scène, c'est quand, après la 3e épreuve, donc que Elias remporte, je t'en dis pas plus pour l'instant, mais il remporte l'une des épreuves et son prix, c'est Laia. Mais au lieu de faire ce que tout le monde pense qu'il a fait, il parle pendant toute la nuit et j'ai trouvé que c'était une très belle scène qui leur permettait à tous les deux de baisser leur garde et surtout à Laia de laisser tomber ses préjugés parce que jusque-là, elle avait une espèce de préjugé envers Elias parce qu'il était un masque. Quand je vous disais que c'est un personnage qui évoluait super bien, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas Helen, je trouve que Helen est prise dans une situation, elle est la seule fille de toute l'école de Blackcliff et elle doit toujours se prouver parce que tout le monde la sous-estime tout le temps. Et Laia est prise dans une situation complètement différente. Vous avez 2, pas archétypes, mais 2 personnages féminins qui essaient vraiment de tirer le meilleur parti de leur situation, alors qu'elles sont toutes les 2 prisonnières du patriarcat. Mookie au montage ici. En fait, je me suis rendu compte que j'avais mal expliqué mon analyse des personnages de Laia et d'Hélène. Au fond, Hélène est dans une situation où elle ne veut pas nécessairement se sortir du système, mais elle veut y trouver sa place. Et Laia veut absolument sortir du système. Alors d'un côté, c'est comme si Hélène voulait changer le système de l'intérieur et que Laia voulait le changer de l'extérieur. Et c'est ce qui rend leurs 2 dynamiques très intéressantes à analyser et à lire. Le style de Sabaa Tahir est magnifique. Goals, juste parfait. J'ai rien à dire sur son style, j'aimerais écrire comme elle. Ça doit être très douloureux d'écrire comme elle parce qu'il faut toujours travailler sur ses images. Je ne peux que te recommander An Ember in the Ashes, je ne peux que chanter ses louanges. Et j'ai très hâte de lire le 2e tome, j'ai l'intention de le lire aujourd'hui et de peut-être finir la série cette année, on croise les doigts. Et c'est clair que mon prochain achat physique sera A Sky Beyond the Storm, qui est le 4e tome et dernier tome de la série. Quelques secondes d'appréciation pour An Ember in the Ashes. Ma 4e lecture était Is Everyone Hanging Out Without Me and Other Concerns par Mindy Kaling, celle qui a réalisé Never Have I Ever sur Netflix, qui est une série que j'ai beaucoup appréciée et dont j'ai parlé sur mon blog personnel. Mais elle est surtout reconnue pour avoir joué un rôle et aussi écrit certains épisodes et je pense aussi réaliser la série The Office, la version américaine. En premier lieu, j'ai décidé de lire son livre audio parce que j'ai beaucoup aimé Never Have I Ever, mais en lisant son livre audio, j'ai commencé à regarder The Office. Je sais que c'est une série très populaire, l'une de mes amies l'adore, mais jusque-là, je n'en avais pas vu l'attrait. Mais là, je commence un peu plus à apprécier et je trouve que la mécanique derrière The Office est aussi intéressante que l'histoire en elle-même. Donc, Mindy Kaling, de quoi parle-t-elle? Elle parle de son enfance, comment elle a été intimidée dans sa jeunesse par rapport à son poids, comment elle a appris à faire décoller sa carrière, les projets qui ont été avortés, les projets qui n'ont pas marché et ceux qui ont vraiment très bien marché. Elle fait aussi des listes complètement hilarante. L'une de ses dernières listes, c'est ses motivations pour faire un workout. Et ce sont des scénarios de vengeance, mais de vengeance imaginaire. J'aime beaucoup les listes, personnellement. J'adore les listes, donc je trouvais que c'était un bel ajout à son livre. Je ne sais pas encore si son livre a bien vieilli, puisqu'il date de 2011, mais je serais vraiment curieuse de lire son 2e livre. J'ai aussi vraiment apprécié comment elle était très humble, très ouverte, très approachable, je sais plus c'est quoi le mot en français. Elle offre une narration très honnête. J'avoue que j'arrive pas trop à donner mon opinion parce que ma mémoire auditive est moins bonne que ma mémoire visuelle, mais ce que j'ai beaucoup apprécié là-dedans, c'était les loops. En non-fiction, et aussi dans les spectacles d'humour, coïncidentalement, il y a des espèces de retours à du matériel précédemment vu. Donc, par exemple, la conclusion va faire référence à toutes les sections desquelles Mindy Kaling a parlé. J'ai l'impression que vous et moi, on se connaît bien maintenant, puisque je vous ai parlé de la personne qui m'a intimidée quand j'étais jeune, et de ceci, et de cela, et de ce projet-ci. Donc, il y a toujours cette espèce de retour à la source qui fait en sorte qu'on ne perd pas le fil et qu'on arrive à relier les chapitres
chapitres et les sections entre elles. C'est quelque chose qui m'énervait en non-fiction, mais que maintenant je trouve très utile pour aider ma mémoire et aussi aider à relier toute l'histoire ensemble et à me permettre de faire un résumé plus cohérent que ce que je suis en train de dire maintenant. Ce n'est pas quelque chose d'unique à Is Everyone Hanging Out Without Me, mais c'est vraiment dans ce livre-là que j'ai appris à l'apprécier. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu, Red, White and Royal Blue par Casey McKiston. C'est l'histoire du fils de la présidente des États-Unis et de l'un des princes de l'Angleterre qui sont des ennemis qui n'ont jamais réussi à s'apprécier jusqu'au jour où ils apprennent à se connaître et quand ils finissent par avouer leurs sentiments. Ça amène un énorme scandale politique avec du chantage, de la trahison, des façades aussi par exemple. À un certain moment, ils doivent tous les deux prétendre être dans une relation hétérosexuelle. J'avoue que j'aurais préféré que le livre soit écrit à la première personne du singulier parce qu'on suit exclusivement la perspective de Alex, qui est le fils de la présidente des États-Unis. On s'entend évidemment que c'est une utopie puisque les États-Unis n'ont pas encore eu leur première présidente, mais dans cette utopie-là, on n'a que la perspective d'Alex et j'ai trouvé que pour ce livre-là, c'était un peu bizarre. Aussi, l'histoire prend beaucoup de temps à se développer, la relation entre les deux personnages principaux est délectable, mais elle prend énormément de temps pour passer de la haine à l'amour, ce qui est normal. Un peu, beaucoup. Personnellement, je n'ai jamais trop compris le trope de Enemies to Lovers, mais j'en ai lu 2 ce mois-ci, The Simple Wild et Red, White and Royal Blue. Donc je suis en train de me demander si ce serait pas l'un de mes tropes de plaisir coupable. L'histoire prend beaucoup de temps à se développer, donc je n'ai vraiment vu l'impact politique que dans la deuxième moitié et j'ai trouvé l'action plutôt lente. Mais sinon, très bonne romance adulte, très steamy, très slow burn aussi, dans un sens, parce que les deux personnages prennent beaucoup de temps à s'ouvrir l'un à l'autre. Il y a un beau rapport avec la famille, un beau rapport avec l'héritage, les références historiques à tous les personnages qui auraient pu faire partie de la communauté LGBTQ+, dont Alexander Hamilton. Alexander Hamilton, my name is Alexander Hamilton. There's a million things I haven't done, but just you wait, just you wait. Donc toutes ces références-là ont vraiment apporté un superbe poids politique, historique à l'intrigue que j'ai beaucoup apprécié. En contrepartie, il y avait aussi beaucoup d'homophobie, surtout de la part de la famille du prince Henry, et j'ai trouvé intéressant aussi que ce soit sa grand-mère qui soit la reine d'Angleterre parce que ça montre à quel point c'est pas tant la personne qui dirige le pays que les valeurs de cette personne-là qui vont faire pencher la balance. Donc l'idée ou le sous-entendu ou ma propre perception / analyse que les femmes devraient être au pouvoir et occuper des positions de pouvoir pas seulement parce qu'elles le méritent ou parce qu'ils seraient plus que temps, mais parce qu'elles ont aussi des valeurs qui correspondent aux valeurs de la société qui est en train d'évoluer. Donc vous avez la vieille reine qui s'oppose à ce que son petit-fils sorte du placard versus la présidente des États-Unis qui est prête à supporter son fils, peu importe les obstacles. J'ai trouvé que c'était un beau parallèle, surtout avec notre situation actuelle dans le monde. Par exemple, attention trigger warning pour homophobie, la reine dit que si la relation de Henry devient publique, si on apprend qu'il est homosexuel, il ne sera pas admis dans les centres hospitaliers pour enfants. Mais la reine n'est pas le seul personnage secondaire, il y a une pléthora de personnages secondaires et je les ai tous appréciés à leur juste valeur. J'avoue que j'avais un peu de mal au début à repérer les relations entre chacun, les relations politiques, les relations personnelles. Je suis un peu perdue dans les politiques états-uniennes, je n'ai jamais vraiment compris la politique américaine, mais si tu es familière avec le concept, je pense que tu pourras t'y retrouver facilement. Sinon c'est une très belle histoire, utopique comme je l'ai dit, un peu uchronique, un peu ironique aussi parce que une partie de l'action se déroule en 2020 et il n'y a pas présence de masque. Dans tous les cas, c'était ma lecture LGBTQ+ du mois et j'ai été très contente de la lire. J'ai très hâte de savoir qu'est-ce que 2021 me réserve en matière de romans et de découvertes et de non-fiction et de séries et j'ai très hâte de partager tout cela avec toi. Sur ce, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle a été ta lecture préférée de janvier. Tu peux aussi t'abonner, aimer la vidéo, partager la vidéo, tu connais la chanson. Ma prochaine vidéo sera à propos de ma TBR, de ma pile à lire pour le mois de février. Si tu as des suggestions, n'hésite pas à m'en faire part. Sur ce, c'est tout pour moi. Je m'appelle Mookie
et j'espère que tu trouveras ton prochain coup de cœur sur Bookie Covers. Bye! Je vais sortir mes notes parce que c'est compliqué des fois se souvenir. Après c'est Number in the Ashes. Yeah! Carte. Mais j'en ai lu 2 ce mois-ci, The Simple.